C'était une de ces matinées où l'air semble porter avec lui une certaine promesse. Le ciel était d'un bleu pur lavé de tout nuage et le soleil projeté sur l'aéroport privait une lumière dorée presque cinématographique. Les avions stationnés sur le tarmac étincelaient comme des bijoux mécaniques et le personnel au sol vêtu d'uniformes soigneusement repassés s'affairait avec un mélange d'efficacité militaire et de courtoisie feutrée. Les valises étaient acheminées sans heurts, les listes de passagers mises à jour sur les tablettes numériques et les sourires des hôtesses de sol s'affichaient comme un décor parfaitement orchestré. Tout fonctionnait avec cette fluidité presque arrogante des lieux où les problèmes n'osent pas s'inviter. Mais cette harmonie fut brutalement interrompue. Il ne portait pas de valise roulante, dernier cri, pas de lunettes de soleil de luxe, pas même une montre ostensiblement coûteuse. Seulement un petit sac en bandoulière usé, un manteau sobre et une allure paisible. Il marchait d'un pas calme mais déterminé comme un homme qui savait exactement où il allait sans jamais avoir besoin de justifier sa trajectoire. Lorsqu'il franchit les portes vitrées du hangar privé, un frisson traversa l'atmosphère. Un regard s'éleva, scrutateur sceptique, celui d'un superviseur ou plutôt d'un homme qui s'autodésignait gardien des apparences. Il fronça immédiatement les sourcils comme si une anomalie venait de perturber sa grille de lecture du monde. « Excusez-moi », lança-t-il d'une voix tranchante presque théâtrale. Le bourdonnement ambiant s'interrompit un instant. L'homme au sac s'arrêta, tourna légèrement la tête et répondit d'une voix douce mais ferme. « Bonjour, j'ai un vol réservé ce matin, jet numéro 9. » Le superviseur arqua un sourcil croisant lentement les bras. Son costume impeccable semblait avoir été repassé par une main militaire et son badge brillait comme un insigne d'autorité absolue. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il d'un ton qui n'était pas une vraie question mais plutôt une mise en garde. « Tout à fait. » Le ton était calme, presque déconcertant. Pas une once de provocation, simplement une affirmation posée. Le superviseur esquissa un rictus. « Monsieur, je vous demande de ne pas perdre votre temps, ni le mien. Ce jet est réservé à un client très important. Ce n'est pas pour… » Il s'interrompit, mais le sous-entendu flottait dans l'air. « Pas pour quelqu'un comme vous, pas pour quelqu'un vêtu ainsi, pas pour quelqu'un qui entre à pied sans escorte, sans artifice. » Un léger silence s'installa. Les agents autour, jusqu'ici affairés, ralentirent leurs gestes. On aurait dit qu'ils retenaient leur souffle. L'homme, lui, ne broncha pas. « Je comprends que cela puisse surprendre, dit-il posément. Mais je vous assure que j'ai bien une réservation. Monsieur, vous savez combien de personnes essaient de pénétrer ici chaque semaine. Vous savez combien de fois j'ai entendu cette histoire. Je ne vais pas vérifier une liste juste parce que quelqu'un me le demande. Je ne demande pas un traitement spécial, juste un minimum de considération. » « De considération ?» répéta le superviseur presque moqueur. « Ce n'est plus une question de considération, c'est une question de procédure. Et d'apparence aussi, soyons honnêtes, ce que vous demandez là n'est pas crédible. » Ce fut alors que le regard de l'homme changea à peine. Une nuance dans le ton, une ombre de déception, mais aucune colère. Il inspira doucement comme quelqu'un qui a appris depuis longtemps à avaler les affronts sans les laisser le consumer. « Je vous invite une dernière fois à vérifier mon nom sur la liste du jet numéro 9. Ou sinon, vous allez appeler vos avocats, faire un scandale sur les réseaux, » ricana le superviseur. Une hôtesse plus jeune hésita un instant avant de murmurer « Peut-être qu'on devrait juste… » Mais le superviseur la coupa net d'un regard assassin. Il se tourna vers l'homme et déclara d'un ton tranchant « Je vous demande de quitter les lieux immédiatement, sinon je fais intervenir la sécurité. » Un garde s'approcha, l'air aussi embarrassé que tendu. « Est-ce que vous avez une pièce d'identité, monsieur ?» demanda-t-il prudemment. « Pourquoi la demander à moi et pas aux autres ?» répondit l'homme. La question flotta dans l'air lourde de sens. Un silence tomba dur comme une gifle invisible. Personne ne parla. Tous sentaient que quelque chose venait de basculer. « Ce n'est pas une question de couleur de peau ou de classe sociale », s'emporta le superviseur. « C'est une question de cohérence de logique, de préjugés », coupa simplement l'homme. Pas d'agression, pas de haussement de voix, juste une vérité nue, offerte sans phare. Le superviseur piqué au vif leva sa radio. « Très bien, vous l'aurez voulu. Sécurité, escortez-le hors du hangar. » À cet instant précis, un mouvement attira l'attention. Un murmure s'éleva dans l'espace. Par la grande porte d'entrée, un homme en uniforme de pilote approchait à grands pas. À ses côtés, 2 membres d'équipage. Il avait l'air pressé, mais pas paniqué. Confiant. Et lorsqu'il arriva à portée de voix, son regard alla directement vers l'homme au sac. « Monsieur Zidane, excusez-nous pour ce retard. Le jet numéro 9 est prêt. Tout est en place comme vous l'avez demandé. » Un choc électrique traversa la pièce. Le superviseur recula d'un pas, bouche entrouverte, incapable de formuler une pensée cohérente. Zidane Zinedine. Zidane hocha simplement la tête avec une élégance naturelle. « Merci, capitaine. » Il ne dit rien d'autre, mais il n'avait pas besoin d'en dire plus. Tout avait déjà été dit, sans crier, sans forcer, simplement en étant. Le silence qui suivit fut plus bruyant que n'importe quelle dispute. Le superviseur baissa les yeux.
Le garde se détourna gêné, et Zidane marcha tranquillement vers l'appareil, laissant derrière lui non pas une victoire personnelle, mais une leçon que chacun retiendrait longtemps. Le respect EZCT ne se mérite pas par l'uniforme ou la position, il se manifeste dans la manière dont on traite les autres, surtout quand on pense qu'ils ne comptent pas. Le hangar avait retrouvé un calme étrange, pas un calme serein non, un calme épais suspendu presque douloureux. Le genre de silence qui surgit après une vérité dévoilée. Le genre de silence que l'on ne comble pas avec des mots, parce que les mots, justement, n'ont plus d'emprise. Zinedine Zidane avait franchi les marches du jet sans se retourner, escorté avec respect par l'équipage. La porte de l'avion s'était refermée avec une douceur solennelle. À l'extérieur, les visages demeuraient figés, pétrifiés par ce qui venait de se passer. Le superviseur, quant à lui, restait debout comme suspendu dans une chute qui ne semblait pas vouloir finir. Il avait été réduit au silence non par la violence ou l'humiliation, mais par quelque chose de bien plus fort, l'évidence. Le mécanicien qui avait assisté à la scène, un homme d'une quarantaine d'années au regard franc, s'approcha lentement. Il ne disait rien, pas tout de suite. Il se contentait de regarder l'endroit où Zidane s'était tenu quelques minutes auparavant. Puis d'une voix basse, comme une confidence, il souffla « Il venait déjà ici, vous savez, plusieurs fois, toujours discret, jamais un mot de trop, on savait tous qui il était. » Il tourna alors son regard vers le superviseur. « Sauf vous, vous étiez le seul à ne pas le voir. » Ce dernier ne répondit pas. Ses mains tremblaient légèrement malgré la rigidité de sa posture. Le masque de l'autorité si solidement vissé quelques instants auparavant s'était fissuré. Il ne restait plus qu'un homme nu dans sa propre vanité. Les autres employés, l'un après l'autre, reprirent leur activité. Mais leurs gestes manquaient de conviction. Il était évident que rien ne serait plus comme avant. Ce matin-là, quelque chose d'irréversible s'était produit. Dans la salle de repos de l'aéroport, quelques instants plus tard, le sujet était sur toutes les lèvres. Le nom de Zidane flottait dans l'air comme un murmure sacré. Certains racontaient qu'il avait déjà aidé à financer un programme pour les jeunes en difficulté. D'autres rappelaient ses exploits sur le terrain, bien sûr, mais ce n'était pas cela qui les marquait. Non, ce qui les frappait, c'était l'humilité, ce calme, cette élégance dans l'adversité. Une jeune hôtesse encore choquée prit la parole. Il aurait pu s'emporter, crier, faire un scandale, mais il n'a rien fait de tout cela. Il nous a simplement regardés. Et ça suffisait. Un autre ajouta « Il a dit que le respect se montre dans les actes. Ce sont des mots qu'on devrait avoir au-dessus de cette porte. » Pendant ce temps, dans le bureau du directeur de l'aéroport, la tension montait. Le téléphone avait déjà sonné plusieurs fois. Des appels de journalistes, de partenaires, de clients choqués. Les vidéos de la scène tournées discrètement par des passagers avaient été postées en ligne. En moins d'une heure, elles comptaient des centaines de milliers de vues. Les commentaires fusaient. Les captures d'écran circulaient et au centre de cette tempête numérique, le visage calme de Zidane et celui crispé, arrogant du superviseur. Le directeur, un homme de principe, mais aussi de chiffres, fronça les sourcils. Il savait que l'affaire ne pouvait être balayée d'un revers de main. Trop de témoins, trop de preuves, et surtout une figure publique mondiale blessée dans son intégrité. Il convoqua immédiatement une réunion. Pendant ce temps, le superviseur qui avait tenté de retrouver contenance en s'enfermant dans son bureau vit sa boîte mail exploser. Des messages d'internautes, des notifications de ses supérieurs, des demandes d'explications. Il tenta d'en ignorer quelques-uns. Puis, dans un accès de panique, il répondit à l'un d'eux maladroitement. Une justification, une demi-excuse. Mais l'algorithme n'attend pas. La capture de son mail se retrouva elle aussi en ligne. Et l'indignation redoubla. Dans le jet, à plusieurs milliers de mètres au-dessus du tumulte, Zidane restait assis, regardant par le hublot. Le ciel était clair. Il ferma les yeux un instant. Ce n'était pas de la colère qu'il ressentait, plutôt une forme de lassitude. Une lassitude qui n'était pas nouvelle. Depuis des années, il en avait vu des regards condescendants, des commentaires voilés. Même à son niveau, même avec sa renommée, certains voyaient encore ce qu'ils voulaient voir, ou plutôt ce qu'ils s'attendaient à voir, mais il savait aussi que chaque acte comptait, que chaque réponse silencieuse pouvait éveiller une conscience. Il se remémora les visages du hangar, les regards qui un à un avaient changé. Cela suffisait. À l'atterrissage, quelques heures plus tard, un comité d'accueil l'attendait. Rien de pompeux. Seulement quelques collaborateurs proches, un ami de longue date et un jeune garçon, le fils d'un des employés de l'aéroport, qui tenait dans ses mains une carte qu'il avait dessinée. Dessus un avion, un ballon de football et un mot écrit maladroitement « Merci Zidane ». Zidane s'accroupit, sourit et tapota l'épaule du petit. « Merci à toi », dit-il doucement. De retour à l'aéroport d'origine, le directeur avait pris une décision. Le superviseur fut convoqué. La conversation fut brève. Inutile d'en faire un procès. La vérité avait été publique et définitive. « Vous avez eu le pouvoir, dit le directeur. Mais vous avez oublié la responsabilité. Et c'est cela que nous ne pouvons plus accepter. » Le superviseur voulut répondre, plaider l'incompréhension. Mais les mots moururent sur ses lèvres. Il savait. Au fond de lui, il savait depuis le début. Ce qu'il avait vu, ce n'était pas un intrus,
C'était un homme libre, et c'était lui le geôlier de ses propres préjugés. En quittant l'aéroport par la sortie de service, il croisa le mécanicien. Celui-ci le salua brièvement sans animosité. Puis il ajouta, comme une dernière note, « On ne sait jamais à qui on parle, mais on choisit toujours comment on parle. » Puis il reprit son chemin. Et ainsi s'acheva la journée. Pas sur une vengeance, pas sur un scandale, mais sur une justice muette, naturelle, presque douce. Celle qui ne renverse pas les tables mais qui change les regards. La scène s'était éteinte mais les répercussions, elles vibraient encore à travers chaque couloir de l'aéroport. Comme une onde de choc souterraine discrète mais persistante. Ce qui s'était passé entre Zinedine Zidane et le superviseur n'était plus seulement un incident isolé. C'était devenu un miroir dans lequel chacun était forcé de se regarder, de sonder ses réflexes, ses jugements, ses automatismes. Les jours qui suivirent furent tout sauf ordinaires. Les employés du terminal privé, bien qu'extérieurement affairés à reprendre leur routine, portaient en tous un poids nouveau, celui d'avoir été témoins. Certains vivaient cette expérience comme une leçon d'autres, comme une gifle d'autres, encore tentaient simplement de l'oublier. Mais on ne sort pas indemne d'un moment de vérité. Amélie, l'hôtesse, qui avait brièvement tenté d'intervenir, se retrouva au centre d'une tempête émotionnelle. Depuis l'incident, elle recevait des messages d'inconnus l'encourageant pour son courage silencieux. Elle pourtant ne se sentait ni courageuse ni digne d'éloge. Elle se souvenait de son hésitation, de la peur dans sa gorge, du silence qu'elle n'avait brisé qu'à moitié. Et cette moitié lui semblait aujourd'hui insuffisante. Une nuit, incapable de dormir, elle ouvrit son carnet de bord et écrivit une lettre. Pas destinée à Zidane ni à ses supérieurs, juste à elle-même. « Tu étais là et tu n'as pas parlé. Tu as vu l'arrogance, tu as perçu l'injustice, mais tu es resté figé par peur de déranger l'ordre, par peur de briser ton rôle. Mais quel est ton rôle si ce n'est de protéger la dignité humaine, dignité humaine. Tu peux te pardonner, mais tu ne peux plus ignorer. C'est ton réveil. » Elle relut ces mots encore et encore comme une prière silencieuse. Puis avec une détermination calme, elle décida que sa façon de réparer, ce serait d'agir différemment désormais. Par des gestes, par des regards, par des paroles pas spectaculaires mais vraies. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de kilomètres de là, dans un café discret de Marseille, Zinedine Zidane prenait un expresso seul, adossé à une fenêtre donnant sur le port. Il n'en parlait pas. Il ne postait rien. Il ne répondait à aucune interview malgré les innombrables sollicitations. Il avait toujours préféré le silence au projecteur, mais dans sa tête, les scènes rejouaient comme un vieux match qui refusait de s'effacer. Ce n'était pas la première fois qu'il était réduit à une apparence. Il y avait eu ce recruteur à Cannes qu'il avait regardé de haut simplement parce qu'il s'appelait Zidane. Il y avait eu ses remarques en Italie, ses doutes en Espagne, cette gêne silencieuse quand il entrait dans des lieux trop chics. La France l'avait encensé mais aussi oublié trop vite que derrière la légende vivait un homme, et un homme qu'on jugeait encore malgré les trophées, malgré les titres. Mais cet épisode-ci, il le ressentait différemment, plus direct, plus brutal. Il avait vu dans les yeux du superviseur non pas la peur ou le doute mais le mépris. Et ce mépris, il l'avait senti comme une brûlure familière. Il n'en voulait pas à l'homme, il en voulait au système qui l'avait nourri, au monde qui fabrique ces regards-là. Ces regards qui décident qui mérite et qui doit prouver. Zidane se leva, régla l'addition et sortit. Il marchait dans les rues comme il avait marché sur les terrains, sans éclat inutile mais avec une force sous-jacente. Il croisa une mère maghrébine et son fils. Le garçon, à peine 8 ans, s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent. « Maman, c'est lui !» La mère sourit timidement. Zidane s'agenouilla, regarda l'enfant droit dans les yeux et dit « Tu peux tout faire, petit, tout, mais n'oublie jamais qui tu es. » Il posa sa main sur l'épaule du garçon puis s'éloigna. La scène n'avait duré que quelques secondes, mais elle resta gravée dans la mémoire du gamin et celle de sa mère. Pas pour la célébrité, pour l'humanité. À l'aéroport, la direction avait lancé un audit interne. Pas seulement sur l'événement, mais sur toute la culture d'entreprise. Des séances de sensibilisation furent organisées, des témoignages de personnel issus de minorités furent enfin écoutés, des récits de remarques blessantes, de micro-agressions, de silences imposés. La parole se délia, les vérités remontèrent. Et avec elle, un vent nouveau. Le superviseur, de son côté, vivait un exil social. Licencié et isolé, il passait ses journées à consulter les commentaires sous les vidéos. Certains l'insultaient, d'autres le défendaient maladroitement. Lui oscillait entre la rage et la honte. Un jour, il tomba sur un post, un extrait de la scène figé sur son visage, avec en légende « Voilà à quoi ressemble le pouvoir quand il est vide de justice ». Il ferma l'ordinateur. Puis il se regarda longuement dans un miroir et pour la première fois depuis longtemps, il ne vit pas un homme d'autorité. Il vit un homme qui avait confondu contrôle et valeur. La cicatrice que laissait cet épisode ne serait pas visible. Elle ne saignerait pas, mais elle serait là pour chacun, comme une balise intérieure, comme un rappel. Parce qu'au fond, cette histoire n'était pas celle d'un homme empêché d'embarquer. C'était celle d'un monde qui hésite encore à voir la grandeur quand elle ne s'habille pas d'or.
Quand les premières vidéos de la scène furent publiées en ligne, personne ne s'attendait à ce que la vague soit aussi puissante. Un simple extrait, moins de 30 secondes filmé à la hâte par un passager discret, fit son apparition sur un petit compte anonyme. On y voyait un homme sobrement habillé se faire refuser l'accès à un jet privé par un agent de piste nerveux et condescendant. Il n'y avait pas de cris, pas d'insultes, juste ce refus obstiné et cette tension silencieuse. Mais ce qui frappa immédiatement les internautes, ce fut le moment où l'homme sortit son téléphone, resta d'un calme absolu, puis fut accueilli par le pilote avec les mots « Monsieur Zidane, tout est prêt selon vos instructions ». En moins d'une heure, la vidéo avait été partagée des milliers de fois. En 4 heures, elle atteignit les trending topics dans 5 pays. En 12 heures, elle avait généré plus de 10 millions de vues sur plusieurs plateformes traduites en anglais, espagnol, arabe, portugais. Et ce n'était que le début. Les titres fusèrent « Zinedine Zidane humilié à l'entrée de son propre jet ». Le respect ne se porte pas en costume, la leçon silencieuse de Zidane. Quand la légende se fait refouler, un symbole des préjugés modernes. Sur les plateaux de télévision, les débats s'enflammèrent. En France, les chroniqueurs politiques et sociétaux s'en emparèrent, certains dénonçaient une culture du soupçon social permanent, d'autres y voyaient un miroir sur nos biais implicites. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, l'émotion était palpable. Zidane, enfant d'immigrés algériens, victime encore, malgré son aura, d'un jugement hâtif. Si même Zidane est traité comme un intrus, que dire des autres, titra un journal casablancais. Aux États-Unis, les médias afro-américains rapprochèrent l'incident d'histoires similaires vécues par des célébrités noires. Oprah Winfrey, elle-même dans un talk-show, raconta comment elle s'était vue refuser l'entrée d'une boutique de luxe à Zurich. Ce que Zidane a vécu n'est pas une exception, c'est une norme déguisée en malentendu. Mais plus encore que les débats, ce furent les témoignages qui affluèrent. Des milliers d'internautes anonymes, discrets, souvent invisibles, racontèrent leurs propres histoires, un entretien d'embauche avorté à cause d'un nom de famille, une entrée refusée dans un restaurant chic, une remarque acide dans un taxi. Tous ces récits rassemblés sous le hashtag « Je suis Zidane » tissèrent une toile dense et douloureuse, un cri collectif de ceux qui en avaient assez de prouver leur humanité. Du côté de l'industrie de l'aviation privée, l'affaire fut prise très au sérieux. Le groupe qui gérait l'aéroport fut sommé de réagir. Les actionnaires s'inquiétèrent. Un investisseur américain menaça de se retirer. Le PDG du groupe publia un communiqué d'excuses reconnaissant des lacunes structurelles dans la formation du personnel et annonça une révision complète des protocoles d'accueil et de gestion des clients. Mais cela ne suffisait pas. Une pétition fut lancée par un collectif de passagers fidèles exigeant la création d'un comité indépendant de supervision éthique. En quelques jours, elle atteignit 100 000 signatures. Une ancienne cadre d'aéroport révéla dans une tribune que ce n'était pas un cas isolé, qu'il existait une culture interne de profilage silencieux envers les clients qui ne correspondait pas à une certaine image du luxe. Zidane, quant à lui, restait silencieux. Aucun tweet, aucune interview, mais son mutisme ne faisait que renforcer l'impact. Son silence est plus éloquent que nos cris, écrivit une éditorialiste du Monde, parce qu'il ne cherche pas à se justifier. Il oblige chacun à se questionner, et puis il y eut l'effet dans les écoles. Des enseignants de sciences sociales projetèrent la vidéo dans leur classe. On demanda aux élèves « Pourquoi a-t-on réagi ainsi ? Que voyez-vous, que ne voyez-vous pas ?» Dans des lycées de banlieue comme dans des établissements privés du centre de Paris, les discussions s'ouvrirent. Les jeunes prirent la parole. Ils disaient « On vit ça tout le temps ». Mais pour une fois, le monde écoutait. Les artistes aussi s'en emparèrent. Un illustrateur publia une image bouleversante, Zidane dans un hangar vide, une ombre immense derrière lui, représentant toutes les discriminations subies en silence. Une autrice de slam composa un texte intitulé Z comme zèbre sur ceux qu'on pense hors du troupeau juste parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur. Mais l'image la plus marquante, celle qui fit le tour du monde, ce fut celle prise par un photographe anonyme, Zidane descendant de son jet, un pied sur le tarmac, les bras détendus, le regard humble, en noir et blanc. En bas de l'image, une simple légende, la vraie grandeur ne fait pas de bruit. Le superviseur, pendant ce temps, s'était muré dans le silence. On apprit qu'il avait désactivé ses comptes, qu'il avait refusé les demandes d'interview. Certains journalistes tentèrent de le retrouver, de comprendre. Mais rien. L'homme avait disparu de la surface, avalé par sa propre image. Et peut-être était-ce mieux ainsi. Parce qu'au fond, cette histoire n'était pas une affaire de vengeance. Elle n'était pas un tribunal public. C'était une onde. Une onde qui, de l'aéroport de San Diego à un salon à Tokyo, d'un bistrot parisien à un studio d'Atlanta, venait rappeler une vérité brute. On ne voit pas toujours ce que l'on croit voir. Et parfois, il faut que l'injustice soit infligée à un héros pour que le monde réalise qu'elle touche tous les autres. Zinedine Zidane, sans avoir prononcé une phrase, avait déclenché un débat mondial. Non pas sur lui, mais sur nous. Et c'était peut-être sa plus grande passe décisive. Avant le regard du superviseur, avant la lumière crue d'un hangar, avant même le silence du cockpit, il y avait eu d'autres regards. Plus ancien, plus aigu, plus froid aussi.
Zindine se rappelait parfois malgré lui cette cour d'école à la Castellane, pas l'image romantique qu'on projette aujourd'hui avec nostalgie, mais le béton brut, les murs tagués, l'odeur de craie et de métal. Il était petit, frêle, un peu courbé, pas encore la carrure du meneur de jeu, pas encore la célébrité, pas encore le monde à ses pieds. Juste Zizou, le fils du bâtiment B, le fils de Smile et Malika, un parmi les autres, et pourtant pas tout à fait. Il y avait cette scène. Elle revenait parfois en flash, il devait avoir 10 ans. Une maîtresse avait demandé à chaque élève de dessiner sa maison. Les autres avaient sorti des feuilles et des crayons, avaient esquissé des jardins, des toits rouges, des chiens dans les pelouses. Zidane lui avait dessiné une tour, haute grise, avec des fenêtres toutes pareilles. Il avait inscrit en haut avec fierté la mienne. La maîtresse s'était penchée sur son dessin et elle avait haussé les sourcils. Elle n'avait rien dit de blessant, mais son regard avait tout dit. Ce regard qui veut dire « ce n'est pas vraiment une maison ». Il s'en était souvenu toute sa vie, comme un trait invisible dans le cœur. À l'adolescence, les regards s'étaient transformés. Dans les clubs, lors des premiers entraînements, il entendait des soupirs quand il se présentait. Encore un môme de quartier. On le testait plus durement, on l'encaissait moins facilement. Un contrôle manqué était une preuve d'incapacité, pas une maladresse. Une protestation devenait une insolence, pas une frustration. Il se souvint de ce jour à Cannes où un recruteur avait refusé de lui serrer la main. On verra ce que tu vaux sur le terrain, gamin. Et il avait joué. Non pas pour prouver qu'il avait sa place, mais pour prouver qu'il ne la leur devait pas. Et pourtant, il n'avait jamais répondu par la colère. Ce n'était pas dans son sang, pas dans l'éducation que ses parents lui avaient transmise. Son père lui avait dit un jour « Zizou, les gens te testeront toute ta vie, mais ne les laisse jamais t'enlever ta paix ». Ce mot « paix » était resté ancré en lui comme un totem. Il n'avait jamais voulu être un modèle, seulement un homme debout, silencieux quand il le fallait, franc quand c'était nécessaire. Un soir d'hiver, dans un vestiaire vide après un match dur, un coéquipier plus âgé l'avait approché. « T'as jamais envie de les insulter ?» Zidane avait souri. « Ils veulent que je réagisse. Moi, je veux jouer. C'est pas le même combat. » Cette philosophie l'avait suivi partout. À Turin, à Madrid, même à Clairefontaine. Il y avait toujours quelqu'un pour croire que son calme était de l'arrogance, que sa discrétion cachait de la froideur. Mais c'était juste sa manière d'habiter le monde, sans violence, sans justification. Et puis il y avait eu cette autre scène, bien plus tard. Il marchait dans une rue de Paris accompagné de son frère. Il était déjà connu, très connu. Et pourtant, un agent de sécurité devant un hôtel de luxe les avait arrêtés. « C'est pour les clients ici. » Une phrase, un ton. Zidane avait ri. Pas parce qu'il trouvait ça drôle, parce que c'était toujours la même musique. Il avait montré sa carte et le visage de l'agent avait changé. « Oh pardon, je ne vous avais pas reconnu. » Zidane n'avait pas répondu. Il s'était contenté de dire à son frère « C'est pour ça que je ne leur donne pas tout. Tout, l'émotion, la blessure, le ressentiment. » Il avait appris à garder ces choses-là en lui, à les transformer, parfois en passes décisives, parfois en silence, parfois en retrait. Ce mécanisme, il l'avait affiné au fil des ans, comme un art martial invisible, encaissé, redirigé. Ne jamais frapper le premier, mais ne jamais plier. Alors quand il s'était retrouvé face au superviseur dans ce hangar lisse et froid, ce n'était pas une première fois. C'était une répétition de plus, une variation d'un vieux morceau qu'il connaissait par cœur. Et c'est précisément ce qui le rendait plus fort que l'autre. Le superviseur n'avait pas compris qu'il n'était pas en train d'humilier un inconnu. Il rejouait un rôle dans une pièce que Zidane avait déjà vécue et dépassée. Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. Cette fois-ci, le monde avait regardé. Cette fois-ci, la caméra n'avait pas été braquée sur le ballon, mais sur le silence. Et ce silence parlait plus fort que toutes les archives de ses buts. Dans sa maison de retraite en Algérie, le père de Zidane avait vu les images sur une vieille télévision. Il n'avait rien dit, mais dans son regard, il y avait une fierté calme. Pas pour la célébrité, pour la dignité. La mère de Zidane, elle avait simplement serré les lèvres. Il laisse rester debout, comme je l'ai élevé. Elle n'avait pas besoin de plus. Car au fond, ce que Zidane avait transmis ce jour-là, ce n'était pas seulement un message contre le racisme ou les préjugés. C'était un mode d'être, une manière d'exister sans demander la permission. Une manière de dire « je n'ai pas besoin de hurler pour que vous compreniez que j'ai été trop souvent obligé de me taire ». Et c'est peut-être cela sa plus grande force. Pas le palmarès, pas les médailles, mais cette capacité rare à transformer les blessures en principe, à transformer la colère en exemple, à transformer le rejet en silence qui élève. Il ne portait pas de costume ce jour-là. Il ne marchait pas entouré de gardes du corps. Il n'exhibait aucune carte d'identité. Et pourtant, il était plus grand que le bâtiment. Plus grand que le jet, plus grand que l'institution qui avait tenté de le rabaisser. Parce qu'il était né dans un lieu qu'on ne dessine jamais sur les cartes postales, mais qu'il avait fait de cette origine un tremplin. Parce qu'il avait appris à voir le monde sans attendre qu'on le voie. Parce qu'il avait à sa manière redéfini la grandeur. Je m'appelle Samy, j'ai 12 ans. Et ce jour-là, je voulais juste voir un avion décoller. C'était pendant les vacances scolaires. Mon oncle travaille à l'aéroport dans la maintenance.
Il m'a dit que si je voulais, je pouvais venir avec lui une matinée à condition de rester tranquille, de ne pas courir partout et surtout de ne pas toucher à rien. Yam, ya, oma, otia et rien. J'ai dit oui, promis juré. Je me souviens encore du bruit, ce bruit grave des moteurs, comme un rugissement étouffé. Ça me faisait vibrer les chaussures. Et puis l'odeur aussi, un mélange d'essence d'acier et de vent. Mais ce que je n'oublierai jamais, c'est ce qui s'est passé vers 10h12. Oui, je m'en souviens exactement parce que j'avais regardé ma montre quand c'est arrivé. Un homme est entré dans le hangar. Il avait l'air calme. Il ne parlait pas fort. Il avait un petit sac. Pas de valise, pas de lunettes noires, rien qui disait « je suis riche comme les autres » que j'avais vu passer avant lui. Mais il marchait comme quelqu'un qui savait où il allait, sans hésiter. Droit. C'est là que j'ai vu le chef de piste. Monsieur Bernard. Il a une voix grave et une montre énorme qui brille fort. Il a levé les yeux, il a froncé les sourcils et il a dit « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?» Là, tout le monde s'est arrêté. Même moi, j'ai baissé ma voix. L'homme s'est tourné vers lui et a dit doucement « J'ai un vol ce matin. Jet numéro 9. » Mais Bernard, il l'a regardé comme s'il mentait. Il a commencé à parler plus fort, à dire que ce n'était pas pour lui, que ce jet était pour un client important. Et j'ai senti, je sais pas pourquoi, que quelque chose clochait, que ce n'était pas juste. Le monsieur, lui, il n'a jamais crié. Il parlait lentement, avec des mots simples. Il demandait juste qu'on vérifie son nom. Mais Bernard, non. Il refusait. Il disait qu'il n'avait pas besoin de liste, qu'il savait juste en regardant que ce monsieur n'était pas la bonne personne. Je ne comprenais pas tout, mais je sentais que ce n'était pas normal, que ce n'était pas une question de règles, c'était une question de regard. Et puis à un moment, le monsieur a sorti son téléphone. Il n'a rien dit de méchant, il a juste fait un appel. Et c'est là que le plus incroyable est arrivé. Le pilote du jet est arrivé en courant. Avec une hôtesse, il est allé droit vers l'homme et il a dit « Monsieur Zidane, excusez-nous pour l'attente, votre avion est prêt. » Et là, mon cœur a fait un bond. Zidane, le Zidane. J'ai senti mes jambes trembler. J'ai serré fort les accoudoirs du banc sur lequel j'étais assis. C'était lui. C'était vraiment lui. Zinedine Zidane, le héros de mon père. Celui qu'on regardait encore sur YouTube quand il parlait doucement avec ses yeux calmes, celui qui avait mis un coup de tête mais aussi des passes magiques. Et il était là, dans mon aéroport, devant moi. Et un monsieur venait de lui dire qu'il n'avait rien à faire ici. Je ne savais plus où me mettre. J'étais en colère, un peu honteux aussi. Honteux pour Bernard, et pour tous ceux qui n'avaient pas reconnu Zidane. Mais lui, il ne s'est pas énervé. Il a juste hoché la tête, il a regardé le pilote, puis il est monté dans l'avion. Et là, j'ai compris quelque chose, un truc qu'aucun cours à l'école ne m'avait jamais appris. La vraie force, ce n'est pas crier quand on est blessé, c'est rester debout, en silence, et continuer à avancer. Après qu'il soit parti, tout le monde s'est mis à chuchoter. Certains employés avaient l'air gênés. Bernard, lui, ne disait plus rien. Il regardait ses chaussures, comme un gosse puni, mais il n'y avait pas de punition. Juste un grand vide autour de lui. Moi, je n'ai pas bougé. Je suis resté là à regarder l'avion décoller, et j'ai pensé à mon père, à ma mère, à mes copains, à tous ceux qui avaient déjà été pris pour des pas à leur place. Et j'ai compris que parfois même les plus grands, même les héros, doivent se battre sans dire un mot. Le soir, quand je suis rentré à la maison, j'ai tout raconté à mon père. Il m'a écouté sans m'interrompre. Puis il a souri et il a dit « Zidane, il t'a appris quelque chose de plus important que le football aujourd'hui. » Et c'est vrai. Depuis ce jour, je ne regarde plus les gens comme avant. Je ne regarde plus que les chaussures, les vêtements ou les sacs. J'essaie de voir derrière. Et j'espère qu'un jour, moi aussi, je saurai marcher comme lui. Droit, sans haine. Et avec cette lumière dans les yeux que rien ne peut éteindre. La salle de conférence se trouvait au dernier étage de la tour administrative tout en haut du terminal principal. On l'appelait la salle en verre. Non pas à cause d'une transparence symbolique, mais parce que les murs étaient littéralement en verre avec vue panoramique sur les pistes. C'était là que se prenaient les décisions les plus importantes ou les plus tardives. Ce matin-là, il ne s'agissait ni d'un plan d'expansion, ni d'un partenariat stratégique. Non, le sujet était un nom. Un seul nom qui faisait trembler tous les murs de la société depuis 72 heures, Zinedine Zidane. Le président du groupe, Richard Duquesne, un homme austère à la cravate, toujours légèrement de travers, entra le dernier dans la pièce. Son regard était aussi froid que le silence qui l'attendait. Il déposa son téléphone sur la table, tapota l'écran, puis leva les yeux. Tout le monde est là parfait. Commençons. Autour de lui, une douzaine de directeurs communication juridique, ressources humaines, marketing, opérations. Tous avaient le visage tendu, certains encore rouges de fatigue ou de honte. Depuis 3 jours, ils vivaient à contre-courant. Réunion d'urgence, déclaration à réécrire, appel de partenaires, furieux mails d'influenceurs, hashtag brûlant. Le système de contrôle de crise avait été saturé dès les premières 24 heures. « Quelqu'un peut me résumer la situation » demanda Duquesne. Ce fut la directrice communication Laure Benaïm qui prit la parole.
La vidéo a dépassé les 90 millions de vues cumulées. Elle a été relayée par plus de 300 personnalités publiques, dont des chefs d'État, des artistes, des sportifs, des activistes. Zidane n'a rien dit, ce qui rend l'affaire encore plus virale. L'absence de commentaires est perçue comme une condamnation silencieuse. Et les médias LCI, CNN, BBC, Al Jazeera, France 2, tous l'ont repris. Certains titres étrangers parlent de racisme institutionnel dans les lieux de prestige. Le Guardian a publié une tribune intitulée « Quand même Zidane doit prouver qu'il a le droit d'exister ». Le directeur des opérations, un certain Jérôme Vidal, tapa nerveusement du doigt sur la table. Et tout ça pourquoi? Pour une erreur de terrain, une décision d'un agent isolé qui n'a pas reconnu le passager. On va détruire 20 ans de réputation pour un mauvais réflexe d'un type de la sécurité. Le directeur juridique, calme, répondit « Ce n'est pas une question de reconnaissance, c'est une question de traitement ». Même si ce n'avait pas été Zidane, le comportement du superviseur constitue une faute grave. Discrimination apparente, refus de vérification d'identité, usage abusif de la sécurité, on l'a déjà licencié coupa Vidal. L'affaire est close. Non Jérôme, l'affaire ne fait que commencer, répondit Laure. Parce que ce n'est pas lui qu'on regarde maintenant, c'est nous. Le président du Ken fit un signe de tête. Je veux des chiffres. Combien de clients avons-nous perdus depuis 3 jours ? La directrice marketing répondit avec une voix presque étranglée. Environ 22% des réservations premium sur les 6 prochaines semaines ont été annulées ou gelées. Plusieurs clients fidèles ont exigé des garanties d'éthique. Un grand groupe asiatique a suspendu son contrat de gestion. Les dégâts sont significatifs. Un silence lourd retomba sur la salle. Le genre de silence qui précède toujours une mutation ou une chute. Puis Duquesne reprit « Bien, ce que je vais dire maintenant n'est pas une option, c'est une nécessité ». Il se leva, contourna la table et fixa un à un les visages tendus. Cette entreprise doit changer, pas en façade, pas avec une campagne de com ou une charte bidon qu'on colle à l'entrée. Non, en profondeur, dans sa culture, dans ses règles, dans ses formations. Je veux... Il s'arrêta une seconde, cherchant ses mots. Je veux qu'aucun Zidane, ni aucun inconnu ne puisse jamais se retrouver humilié dans nos installations. Je veux que la prochaine fois qu'un homme entre dans ce hangar, on voit une personne, pas un doute ambulant. Il se tourna vers le DRH formation obligatoire pour tout le personnel de la direction aux bagagistes. Je veux des ateliers sur les biais cognitifs, les micro-agressions, la reconnaissance de l'altérité. Et je veux que ça commence cette semaine. Puis vers la direction juridique audit interne. Tous les cas similaires remontés depuis 5 ans. On les rouvre. On contacte les personnes concernées. On s'excuse officiellement, individuellement s'il le faut. Enfin vers la communication. Et vous Laure, je veux une lettre. Pas une excuse standard. Pas un communiqué vague. Une lettre authentique. Humble, adressé à Zidane mais lu par le monde entier. Et si vous hésitez sur le ton, relisez ses interviews. Inspirez-vous de son silence. Il parle mieux que nous tous. La salle était figée. Certains hochaient de la tête. D'autres, visiblement secoués, prenaient frénétiquement des notes. Puis Laure demanda « Et si Zidane ne répond jamais ?» Duquesne haussa les épaules. Ce n'est pas son rôle de répondre. C'est le nôtre d'entendre. Et de corriger, même sans retour. Il prit une grande inspiration comme s'il avait porté toute la honte de l'entreprise pendant 3 jours et qu'il venait seulement de lâcher le fardeau. Messieurs, dames, c'est le moment où l'on décide si notre nom sera associé à un incident ou à un tournant. Et il quitta la salle sans attendre d'applaudissements, sans chercher d'approbation. Parce qu'il savait au fond que ce n'était pas encore du courage, c'était juste la moindre des choses. Le monde du football, habitué à ses propres tempêtes, avait vu passer des scandales. Des tricheries, des tensions entre clubs, des affaires de dopage ou de transferts douteux. Mais cette fois, ce n'était ni un ballon qui avait dérapé, ni une main trop haute dans une surface. C'était une question de regard, de silence, de dignité. Et ce regard, ce silence, cette dignité portait un nom Zinedine Zidane. Dès que la vidéo du hangar fut devenue virale, les réactions du monde du ballon rond ne s'étaient pas fait attendre. Mais contrairement à l'habitude, ce ne fut pas dans les couloirs feutrés de la FIFA ou de l'UEFA que les premières voix s'élevèrent. Ce furent celles du terrain, de ceux qui connaissaient Zidane pour l'avoir affronté, pour avoir joué sous ses ordres ou simplement pour l'avoir admiré depuis l'enfance. Thierry Henry Ier a posté sur son compte « Il m'a tout appris, pas seulement à jouer, mais à rester debout quand on vous pousse à genoux. » Ce jour-là, ce n'était pas un incident, c'était un miroir. Et il ne ment pas. Kylian Mbappé, plus laconique mais tout aussi percutant, même lui. Même maintenant, respecte Zidane. Mais ce qui frappa le plus, ce fut l'onde de solidarité qui traversa les continents. En Afrique, en Asie, en Amérique latine, des joueurs racontaient leurs propres histoires, pas devant les caméras. Sur les réseaux, dans des podcasts, dans des témoignages sobres. Sadio Mané évoqua le jour où en Autriche un vigile lui avait refusé l'entrée d'un restaurant parce qu'il portait un sweatshirt et pas de costume. J'ai marqué 2 buts le soir même.
Mais le goût amer est resté. Edgar Davids, ancien international néerlandais, écrivit dans une lettre ouverte « Il ne s'agit pas d'un superviseur ni d'un hangar, il s'agit d'un réflexe social. Ce réflexe qui classe, qui trie, qui soupèse la valeur d'un homme selon son teint ou ses chaussures. » Les journalistes sportifs, souvent cantonnés aux analyses tactiques, prirent la parole à leur tour. Certains avouèrent avoir eux-mêmes contribué sans le vouloir à entretenir des stéréotypes. Quand on dit d'un joueur africain qu'il est physique et d'un Européen qu'il est intelligent, qu'est-ce qu'on fait d'autre que prolonger un biais, demanda un éditorialiste espagnol. Pep Guardiola, lors d'une conférence de presse, s'exprima avec émotion « Zidane est une référence. Pas seulement pour le football, mais pour l'élégance humaine. Il n'a jamais couru après la reconnaissance et c'est pourquoi il l'impose. » Ce qui s'est passé est un rappel brutal que notre monde juge trop souvent par le vernis, pas par la substance. Dans les vestiaires, les discussions s'intensifièrent. Des joueurs jusque-là discrets racontèrent leurs premières années dans les académies européennes. Comment certains d'entre eux devaient parler plus doucement, marcher différemment, éviter d'être trop visibles pour ne pas être étiquetés. On devait s'excuser d'exister même avec le ballon au pied, confia un milieu brésilien expatrié en Italie. Ce phénomène prit un tournant inédit lorsqu'un collectif de joueurs en activité lança une initiative mondiale baptisée « Pas besoin de badge ». Leur objectif, instaurer une charte universelle dans tous les clubs professionnels, exigeant une formation annuelle obligatoire sur les biais inconscients, la discrimination systémique et l'éducation culturelle. La réaction fut puissante. Des clubs comme Liverpool, Ajax, Juventus ou PSG signèrent immédiatement. Certains présidents hésitèrent, invoquant la neutralité du sport. Mais la réponse vint rapidement. Une photo circula sur tous les réseaux, une fresque géante à Marseille, représentant Zidane de dos, avec en lettres blanches « On juge trop vite ce qu'on ne comprend pas ». Arsène Wenger, depuis son poste à la FIFA, appela personnellement Zidane. La conversation fut privée, mais une phrase fuitera plus tard « Tu as fait plus en gardant le silence que beaucoup en criant pendant des années ». Même Pelé, dont la mémoire demeure vivante dans les cœurs, fut cité dans un hommage émouvant. « On m'a souvent dit que j'étais un roi. Mais un roi sans château reste un homme seul, devant des portes fermées. Zidane le sait. Il a choisi d'ouvrir les siennes pour les autres. » Dans une école de Buenos Aires, un professeur de sport demanda à ses élèves de 10 ans « Savez-vous pourquoi Zidane ne s'est pas mis en colère ?» Un garçon leva la main parce qu'il n'avait rien à prouver. Dans les rues d'Alger, des centaines de jeunes dessinèrent son visage sur les murs avec cette inscription simple « Fier mais calme ». Dans les vestiaires des clubs amateurs, les entraîneurs prirent le temps de parler du respect avant les échauffements. Ils parlaient de Zidane, pas pour ses buts, pour son silence. Et Zidane, pendant ce temps-là, il restait fidèle à lui-même. Aucun tweet, aucune conférence. Seulement un geste, il fit un don important anonyme mais confirmé par des sources proches pour soutenir des programmes de formation pour les jeunes arbitres et superviseurs en milieu multiculturel. Pas pour se venger, pour éviter que ça recommence. Et c'est cela que le monde du football comprit enfin. Zidane ne portait pas un brassard. Il portait une génération, peut-être plusieurs. Et ce jour-là, dans ce hangar, il n'avait pas été humilié. Il avait au contraire élevé tout un sport à la hauteur de ses valeurs. Il était tôt, très tôt ce matin-là. Le soleil n'avait pas encore percé l'horizon, mais la lumière bleue du ciel commençait déjà à repousser les ombres longues de la nuit. Dans les collines au-dessus de Marseille, une silhouette solitaire avançait lentement sur un sentier de terre entouré de pins d'air salins et de silence. Zinedine Zidane marchait. Pas pour fuir, pas pour réfléchir, juste pour marcher. Depuis toujours, c'était sa manière de se recentrer. Quand le monde s'agitait, quand les micros l'appelaient, quand les feux médiatiques se multipliaient, lui, il allait marcher. Loin, longtemps, en silence. Ce jour-là, il portait un simple survêtement gris, une casquette tirée bas sur le front. Il n'avait ni téléphone ni montre, juste les pas, les siens et les souvenirs. Ce qu'il s'était passé dans le hangar, il ne l'avait pas oublié. Mais il ne voulait pas le revivre encore. Il n'en voulait à personne, pas même au superviseur. Il savait que les hommes ne naissaient pas mauvais. Ils étaient modelés, formatés, par peur, par habitude, par ignorance. Et lui, il n'avait plus peur. Le chemin montait doucement. Chaque pas était une respiration. À chaque détour, des éclats de mer apparaissaient entre les arbres. Des reflets bleutés vastes infinis, comme des réponses sans question. En haut de la colline, une vieille bâtisse en pierre s'élevait solitaire. Il y allait parfois. C'était un ancien monastère abandonné. Un lieu sans nom, sans panneau, sans bruit. Un endroit où le monde semblait s'effacer. Il entra dans la chapelle délabrée, s'assit sur un banc de pierre et ferma les yeux. Pendant un long moment, il ne bougea plus. Il entendait seulement sa propre respiration, le chant lointain d'un oiseau et le vent qui caressait les branches. Et alors il se souvint de son père lui apprenant à attacher ses lacets.
De sa mère lui posant une main sur le cœur après une bagarre d'école, de ses frères qui le défendaient né dans la cour, de ce ballon dégonflé qu'il tapait contre les murs du quartier, de son premier but, de la main d'un entraîneur sur son épaule lui disant « T'as quelque chose petit », de la fois où il avait été insulté à Turin et qu'il avait répondu par une passe lumineuse, de la fois où un journaliste avait dit qu'il avait le regard sombre des garçons du béton, de la fois où il avait pleuré seul dans une chambre d'hôtel à Madrid. Et de la fois surtout où il avait décidé que jamais il ne laisserait la haine entrer en lui. Tout cela il le portait, sans drapeau, sans slogan, juste en lui. Il ouvrit les yeux. Le soleil était là désormais. Il baignait les pierres d'une lumière dorée. Le monde reprenait sa danse. Zidane se leva. Il redescendit doucement le sentier en sens inverse. Mais il n'était plus tout à fait le même. Il savait qu'il n'était pas seul. Que des milliers d'yeux l'avaient vu, que des milliers de voix s'étaient élevées, pas pour le défendre, pour s'élever avec lui. Il pensait à ce garçon du hangar, à ses yeux ronds, à sa bouche entr'ouverte. Il espérait qu'il avait compris, qu'il avait vu que la grandeur ne crie pas, qu'elle se tient droite même dans le vacarme. À quelques kilomètres de là, dans une école primaire, une classe était réunie autour d'un écran. L'institutrice avait projeté la vidéo. Puis elle avait demandé « Que voyez-vous » Un enfant répondit « Un homme qui ne se fâche pas même quand on lui manque de respect. » « Et pourquoi tu crois ? Parce qu'il sait qui il est, et ça lui suffit. » La maîtresse sourit. Et Zidane, sans le savoir, continuait d'enseigner. Plus tard dans la journée, dans les locaux d'une grande entreprise aérienne, un panneau fut installé dans la salle d'attente VIP. Discret, sans logo, sans signature. Il disait simplement « Ne jugez jamais un passager par son apparence. Il pourrait être celui qui vous apprend à voler. » Et dans une autre ville, un superviseur, pas celui du hangar, un autre décida ce jour-là de regarder chaque passager dans les yeux. Pas pour vérifier, pour voir. Dans les mois qui suivirent, des politiques furent modifiées. Des formations furent déployées, des excuses furent écrites. Mais au-delà de ça, une conscience avait été semée. Elle ne pousserait pas partout, pas tout de suite. Mais elle avait pris racine. Et Zidane lui continua de marcher. Pas sur des pelouses cette fois, mais dans le monde. Sans bruit, sans rancune. Avec cette manière bien à lui de rappeler que parfois les plus grandes victoires ne s'écrivent pas en finale de coupe, mais dans les marges de la vie. Là où personne ne regarde, mais où tout commence.